Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre rendez-vous hebdomadaire du mercredi. Dans cette vidéo, nous allons aborder un joueur mythique de la Ligue 1 et du football français. Nous allons parler de David Ginola. Mais avant de commencer, je souhaiterais vous dire merci. Merci pour vos likes, vos vues et vos commentaires. Car à travers ces différentes interactions, cette chaîne YouTube est de mieux en mieux référencée. Mais j'ai aussi remarqué que vous êtes nombreux à regarder ces vidéos et à ne pas être abonnés. Pour avoir les notifications dans les prochains jours de nouvelles vidéos, je vous demande donc humblement de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Sur ce, bonne écoute. Il y a des joueurs qui marquent les buts et puis il y a ceux qui marquent les esprits. David Ginola, c'était un peu des deux. Un artiste du ballon, un magicien du football, une énigme française que l'on a trop souvent regardée de travers. Dans le football qui valorise les statistiques, Ginola représentait la poésie. Mais derrière les roulettes, les feintes et la beauté du geste, il y avait aussi les blessures invisibles, les malentendus, les grammes. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un joueur à part, une carrière brillante mais tourmentée entre éclats de génie et zones d'ombre. Voici l'histoire de David Ginola, l'homme qui aurait pu, peut-être dû, emmener la France plus haut encore. Tout commence à Gassin, un petit coin ensoleillé du Var. David Ginola naît le 25 janvier 1967 dans cette région bercée par le Mistral, les oliviers et le football de rue. Il joue sans relâche, pieds nus parfois, sur du bitume à faire danser le ballon comme un prolongement de son corps. Très jeune, il rejoint le Sporting Club de Toulon, son club formateur. Il débute en Ligue 1 à seulement 18 ans. Dès ses premiers matchs, un constat s'impose. Ce garçon ne joue pas au football, il l'interprète. À Toulon, puis au Racing Club de Paris, il affine son style. Grand dribble chaloupé, extérieur du pied soyeux, sens du spectacle. Il ne joue jamais pour la sécurité, il joue pour l'émotion. En 1990, il rejoint le Stade Brestois, un petit club de province, mais l'ambiance y est magique. Il y croise un certain Stéphane Guivarch, encore adolescent. Ginola impressionne par son élégance, même dans une équipe qui lutte pour le maintien. Il est souvent décisif, mais surtout spectaculaire. En 1992, le Paris Saint-Germain, nouveau projet de Canal+, veut bâtir une équipe ambitieuse. Ginola débarque dans la capitale entouré de joueurs de talent comme Georges Weah, Valdo, Ricardo ou Lama. Il devient l'un des visages de ce PSG Canal+, l'un des pionniers du club moderne. Il régale le Parc des Princes avec des accélérations côté gauche, ses dribbles déroutants, ses frappes enroulées, son but face au Real de Madrid en 1993 dans une soirée d'anthologie au Parc reste l'un des plus grands moments de l'histoire européenne du club. Il devient El Magnifico. Il incarne à lui seul la beauté d'un football où le panache compte plus que la statistique. Mais ce feu d'artifice en club ne se reflète pas en sélection. Dans les années 90, l'équipe de France est en chantier. Après la génération Platini, on cherche des repères. Ginola fait partie de ces joueurs de talent. Il obtient sa première sélection en 1990, mais très vite, une forme d'ambiguïté s'installe. Malgré ses performances étincelantes en club, Ginola n'est jamais un titulaire indiscutable en bleu. Pourquoi? Parce qu'il est libre, trop imprévisible, trop hors cadre pour les sélectionneurs de l'époque. Et puis vient le drame. Le 17 novembre 1993, France-Bulgarie, stade plein. L'équipe n'a besoin que d'un nul pour se qualifier pour la Coupe du Monde 1994. Ginola entre en jeu en fin de match. À la 89e minute, il obtient un coup franc côté droit. Plutôt que de temporiser, il choisit de centrer fort dans la surface. Personne ne reprend. La Bulgarie relance. 3 passes plus tard, Kostadinov crucifie Bernard Lama. La France est éliminée. Le pays entier est sous le choc. Mais ce soir-là, un seul homme est désigné responsable. David Ginola. Le sélectionneur Gérard Houllier le pointe du doigt devant les caméras. Il a envoyé un missile à la base de lancement adverse, dira ce dernier. Ginola est crucifié par la presse, moqué par certains coéquipiers, abandonné par la fédération. Personne ne le défend, pas même son entraîneur de club. Ce n'est pas juste une erreur de jeu, c'est un jugement moral.
On lui reproche de ne pas avoir respecté le plan. Mais Ginola n'a jamais été un joueur de plan. Il a toujours été un joueur d'instinct. Blessé, humilié, trahi, il comprend alors que son avenir n'est plus en bleu. Il dira plus tard, dans son autobiographie, « J'ai été traité comme un criminel. Pourtant, ce match, on l'a perdu à 11, pas à 1. » La France qu'il a tant aimé pour sa beauté, le rejette pour sa liberté. Et quand les Bleus remportent la Coupe du Monde en 1998, lui est loin, en Angleterre, à reconstruire ce que la France a brisé. Quand la France tourne le dos à Ginola, l'Angleterre lui tend les bras. Et c'est souvent loin de chez soi que l'on trouve enfin la paix. En 1995, David Ginola signe à Newcastle. À 28 ans, on pourrait croire qu'il cherche une fin de carrière dorée. Mais non, il va s'y réinventer. Sous la direction de Kevin Keegan, le football pratiqué est offensif, direct, intense. C'est le football qu'il attendait. Et le public anglais tombe amoureux. À Newcastle, il devient un poète sur les pelouses mouillées. Ses crochets courts font lever les foules. Ses transversales déclenchent des cris dans les tribunes. Il fait vibrer les fans comme peu de joueurs étrangers avant lui. Il participe à la magnifique saison 1995-96 où Newcastle termine deuxième de Premier League après avoir longtemps dominé le championnat. Ginola brille, mais le titre échappe aux Magpies, remonté par un Manchester United en mission. Malgré l'amertume, son passage est une réussite et Tottenham, un autre club anglais historique, flaire l'opportunité. En 1997, Ginola rejoint les Spurs et là, à Londres, il atteint une forme de plénitude footballistique. À 32 ans, alors que beaucoup ralentissent, lui accélère. Il illumine les pelouses de White Hart Lane comme un chef d'orchestre. Il ne court plus, il flotte. Il inscrit des buts splendides, dont un contre Barnsley en FA Cup, où il traverse la moitié du terrain, balle au pied. Son but contre Leeds en championnat, une frappe enroulée pleine lucarne, et encore dans toutes les mémoires. Il est élu joueur de l'année par ses pairs et par les journalistes. Un exploit rare, un Français adulé au pays du football, un artiste célébré à l'étranger quand sa propre patrie l'a oublié. Et surtout, cette année-là, il remporte la FA Cup, son premier et unique titre majeur en Angleterre. À Tottenham, Ginola a trouvé plus qu'un club, il a trouvé une reconnaissance, non pas celle des chiffres, mais celle des cœurs. Mais toute lumière projette son ombre. À mesure que les années passent, Ginola ralentit, son corps fatigue et les blessures apparaissent. Il termine sa carrière à Aston Villa puis Everton avec des passages plus discrets. En 2002, à 35 ans, il raccroche les crampons. Pas de jubilé, pas de revoir de la Fédération française, juste un silence, comme si on avait oublié ce qu'il avait offert au football français. Mais Ginola n'est pas un homme à disparaître. Charismatique, élégant, trilingue, il se lance dans plusieurs domaines. Consultant télé sur Canal+ et en Angleterre, acteur dans quelques films et pubs, ambassadeur de marque, toujours tiré à 4 épingles, toujours magnétique. Mais derrière l'image publique, les cicatrices restent. Il évoque souvent son amertume vis-à-vis de l'équipe de France. Il confie qu'il n'a jamais compris pourquoi, malgré son talent et son amour du maillot, il n'a jamais été rappelé après 1995. Et puis vient l'épreuve la plus brutale. En 2016, match caritatif dans le sud de la France. Ginola s'effondre sur le terrain. Arrêt cardiaque. Il reste 8 minutes sans respiration. C'est Frédéric Mendy, ancien joueur, qui lui pratique un massage cardiaque et lui sauve la vie. Il subira un quadruple pontage. Les médecins diront plus tard, s'il n'avait pas été si sportif, il ne se serait jamais relevé. Ce cœur, qui avait tant battu pour le beau jeu, avait failli s'arrêter trop tôt. Mais comme toujours, Ginola revient, plus discret, plus mûr, mais debout, encore une fois. David Ginola n'a jamais été un joueur comme les autres. Il n'a jamais cherché à entrer dans une case, ni dans un plan de jeu figé, ni dans les attentes d'un sélectionneur, ni même dans les moules classiques de la réussite. Il était différent. Il jouait avec élégance, il vivait avec panache. Certains retiendront son absence au Mondial 98, d'autres ce centre devenu symbole d'injustice. Mais ce serait passé à côté de l'essentiel, car Ginola, c'est l'histoire d'un joueur qui a préféré l'art à la statistique, l'instinct au calcul, le geste juste au geste utile. C'est un footballeur qui a préféré plaire au public
plutôt qu'au sélectionneur. Oui, la France l'a laissé tomber, mais c'est l'Angleterre qui l'a élevé. Et dans les rues de Londres ou de Newcastle, des supporters se souviennent encore de lui comme étant un magicien. Et s'il fallait ne retenir qu'une chose, peut-être serait ceci. David Ginola n'a jamais triché, il n'a jamais régné son style, ni sa liberté. Et à une époque où tout est mesuré, analysé, quantifié, il reste le symbole d'un football plus poétique, plus humain. Alors non, il n'a pas gagné de Coupe du Monde, mais il a gagné autre chose. Le cœur de ceux qui aiment le football pour ce qu'il y a de plus beau. L'audace, la liberté et l'émotion. Et peut-être qu'au fond, c'est ça, être une légende. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de me dire en commentaire si pour vous l'absence de David Ginola au mondial 98 de la France était une injustice. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous dis peace la famille.